Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette très sympathique invitation. C'est un grand plaisir de venir aujourd'hui parmi vous pour parler donc de la douleur avec mes collègues. Je ne suis pas venu seul, donc on est un certain nombre de collègues travaillant dans les centres de la douleur. Moi je suis Serge Perrault, je suis rhumatologue de formation, médecin de la douleur. Je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin. Et je dirige aussi la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est la société scientifique qui s'occupe, je dirais, de gérer la problématique de la prise en charge de la douleur sur des aspects d'enseignement, de recherche, de soins. Pour ce qui est des soins, nous avons en France 250 centres de la douleur. Et je voyais cette filière Oscar avec toutes les pathologies qui sont mentionnées. Toutes ces pathologies, pour la plupart, sont génératrices de douleurs au quotidien, de douleurs chroniques, de douleurs aiguës, parfois liées aux fractures ou à des luxations. Et dans ma clientèle, bien sûr, j'ai un certain nombre de patients qui se plaignent de ces douleurs liées à ces maladies osseuses ou articulaires ou cartilagineuses. Et je pense qu'à l'avenir, peut-être, dans cette filière Oscar, on pourrait associer quelques centres de la douleur qui pourraient vous aider dans cette filière pour la prise en charge, alors probablement pour tous les patients, mais pour certains patients complexes. J'ai eu le plaisir l'année dernière d'aller rencontrer l'association des patients atteints d'ostéogenèse imparfaite. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, essayer de mieux comprendre la douleur, essayer de faire en sorte que les patients n'aient pas peur d'exprimer cette plainte, d'en parler, en sachant qu'ils peuvent avoir des réponses, parfois pas des réponses satisfaisantes malheureusement à 100%, mais en tout cas d'être écoutés, d'être évalués. Et je vous montrerai notamment un exemple d'une collaboration qu'on a mis en place avec l'association d'ostéogenèse imparfaite. La douleur, c'est déjà comprendre cette expérience. Et pour la comprendre, il faut mieux l'analyser. Et quand on s'est intéressé à l'ostéogenèse imparfaite et à ces douleurs, on s'est rendu compte que c'était très difficile d'analyser la douleur, que c'est une douleur parfois qui dure depuis l'enfance, qui est tellement intégrée dans la vie que les patients ne s'en rendent même pas compte, qu'il y a d'autres expressions, que parfois avoir une grande fatigue, c'est parfois l'expression simplement d'une douleur qu'on n'arrive même pas à ressentir ou en tout cas à percevoir, mais qui s'exprime sous la forme d'une fatigue. Donc la douleur, c'est complexe, c'est véritablement un symptôme transversal, un symptôme qui intéresse donc un grand nombre de patients atteints de ces maladies dont nous parlons aujourd'hui. Alors on va essayer de comprendre ça et de le comprendre sous l'idée qu'on est dans une expérience. Que souvent en médecine, on est là à la recherche de marqueurs. On aime bien les marqueurs en médecine. Marqueurs du remodelage osseux, marqueurs de la destruction articulaire ou marqueurs de vitamines ou du métabolisme phosphocalcique. Dans la douleur, malheureusement, on n'a pas de marqueurs. Les seuls marqueurs qu'on a, c'est la communication entre le patient et son médecin ou son soignant au sens plus large. C'est-à-dire, ça peut être des questionnaires, ça peut être le comportement que vous avez, ça peut être certaines façons de se comporter ou de s'exprimer. Et donc c'est difficile pour chacun, pour celui qui souffre d'avoir l'impression d'être entendu et pour le soignant de bien comprendre les messages qui lui sont adressés ou parfois qui ne sont même pas adressés. Donc on va parler aujourd'hui d'expérience et vous voyez ici la définition, elle est complexe. C'est que la douleur, c'est donc une expérience où il y a du sensoriel, bien sûr. Donc cette atteinte du système sensoriel, de la douleur, mais c'est aussi de l'émotionnel. C'est beaucoup d'émotions, parfois de l'anxiété, de la dépression. Donc c'est quelque chose de complexe. Et ce qui est intéressant dans cette définition, qui est bien sûr imparfaite, c'est qu'on peut avoir de la douleur même quand on n'a pas de lésion dans l'organisme. Et ça, pour un médecin, c'est parfois très compliqué à comprendre. Il y a encore un certain nombre de médecins qui disent « vous n'avez rien, puisque les examens sont normaux, donc vous n'avez pas de douleur ». Or, en clair, on voit bien que ce n'est pas du tout vrai, qu'on peut avoir des douleurs sans qu'on ait des lésions visibles. Et ça dépend bien sûr des moyens qu'on met
à notre disposition pour évaluer la lésion. Et puis c'est une vision, je dirais, très ancienne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lésion que notre système nerveux n'est pas impliqué, n'a pas des perturbations qui peuvent donner des douleurs. Alors, je vais faire ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est fréquent? Ben, bien sûr, la douleur, vous savez que c'est très fréquent. En médecine générale, vous avez ici la plupart des pathologies responsables de douleur qui touchent bien sûr tout le système ostéo-articulaire, mais aussi il y a les migraines, les céphalées, il y a les douleurs viscérales. Donc les douleurs sont multiples et finalement touchent tous les organes. Pour ce qui nous concerne de pathologies ostéo-articulaires, ben également la plupart des pathologies ostéo-articulaires sont responsables de douleurs. Je n'ai pas mis ici toutes les pathologies bien sûr, mais vous voyez que ça touche les maladies osseuses, les maladies musculaires, les maladies articulaires, les maladies tendineuses. Tout fait mal quasiment. Alors, cette douleur, donc, c'est une expérience subjective et on a l'habitude souvent de penser que ça vient de la périphérie, ça va aller au cerveau. Ça, c'est une vision un peu ancienne. En fait, notre douleur, il faut plutôt la concevoir comme une expérience qui va s'exprimer comme une sorte de bulbe d'oignon avec des strates différentes. Au départ, on a bien sûr ce qu'on appelle la nociception, c'est un terme un peu complexe pour dire que c'est simplement une lésion tissulaire, une arthrite. J'ai une fracture, j'ai une arthrite, donc j'ai quelque part dans mon organisme une lésion, mais parfois je ne l'ai pas. Et autour de ça va survenir tout un ensemble de filtres qui peuvent augmenter ou diminuer ma douleur. La sensation de douleur, donc mes pensées, si elles sont joyeuses ou tristes, si ça survient selon le moment de ma vie dans lequel ça survient, mes émotions, donc si je suis dans un moment anxieux, dépressif, en fonction des perspectives de ma maladie, si je suis dans une maladie où j'imagine, où on m'a donné je dirais un pronostic défavorable, donc tout ça, ça va s'inscrire dans je dirais, dans une perspective, dans un parcours, et qui peut aboutir à ce qu'on appelle de la souffrance, jusqu'à ce qu'on appelle le comportement douloureux. Alors, différence entre douleur et souffrance, c'est assez compliqué, mais on peut essayer de le résumer très simplement. Moi, je le résume très simplement avec mes patients, en leur posant la question, combien avez-vous mal? Ça, ce sera de la douleur. Combien êtes-vous mal? Être mal, ça, c'est la souffrance. Et souvent, je pose ces deux questions à mes patients pour voir s'il y a une discordance et s'il y a quelque part là, je dirais une différence, en tout cas une dimension différente qui va nécessiter une prise en charge un peu plus intégrative, un peu plus importante. Avoir mal, ça va être plutôt là, je dirais, dans l'ordre du somatique, même s'il y a aussi une part, bien sûr, psychologique. Et être mal, là, on est dans l'existence, dans quelque chose qui, à mon avis, justifie quelque chose d'encore plus important. Et qui, bien sûr, n'est pas exclusif. Souvent, on va bien sûr s'occuper des deux. Mais c'est important. Et vous pouvez même, vous êtes des patients, je dirais, experts de votre maladie, de ce que vous ressentez. Il faut apprendre à vos médecins qui, même s'ils ont suivi parfois de longues études, ont encore beaucoup à apprendre. Et cette notion de « j'ai mal » ou « je suis mal », ça, vous pouvez aussi leur apprendre ça. Voilà. Alors, la douleur, c'est plusieurs contextes. Et ça, c'est également très compliqué. Et je ne voudrais pas jeter la pierre à mes collègues médecins, mais il faut savoir effectivement que l'enseignement de la douleur est très récent. Ça fait à peine 9 ans que les médecins ont dans leur cursus médical 20 heures sur 6 ans. Donc vous admettez que c'est un cursus assez léger. Donc 20 heures sur 6 ans pour parler de douleur et soins palliatifs, c'est-à-dire pas seulement la douleur, mais aussi la fin de vie, qui sont quand même deux choses très différentes. Donc en 8 ans, ils ont 20 heures. Donc ceux qui ont maintenant moins de 35 ans ont eu cet enseignement, mais ceux qui ont plus de 35-40 ans n'ont même pas eu cet enseignement. C'est souvent un enseignement qu'ils ont reçu sur le terrain et parfois grâce aux patients, avec les patients, ils se sont formés. Mais même ces notions que je vous donne ici ne sont pas forcément connues. 3 contextes. La douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est quoi?
c'est brutalement, vous ressentez une douleur parce qu'il se passe quelque chose dans votre organisme. C'est un peu comme un cambrioleur qui rentre dans une maison. Tout d'un coup, il y a un signal d'alarme qui se met en marche. Et on va se dire, il y a quelque chose, il y a un cambrioleur, il faut aller attraper le cambrioleur, arrêter le signal d'alarme et ça va se calmer. Ça, c'est la douleur aiguë. C'est par exemple la douleur de la fracture. Ça nous alerte sur une fracture. La douleur d'une luxation. Et donc, on va régler la fracture et la luxation et ça devrait s'améliorer. Deuxième situation, c'est la douleur chronique. Ça, c'est totalement différent. C'est le cambrioleur a vidé la maison. Il est parti avec un camion bien rempli. Il a déjà installé tous vos meubles dans sa maison à lui. Et le signal d'alarme continue à sonner. C'est-à-dire que là, le signal d'alarme, il ne sert plus à rien. La maison a été cambriolée, mais il continue à sonner alors qu'il ne se passe plus rien. Et véritablement, la douleur chronique, c'est ça. C'est un signal d'alarme qui se poursuit, mais qui ne sert absolument à rien et qu'il faut essayer d'éteindre d'une autre façon, mais d'une façon beaucoup plus complexe, bien sûr. Et puis, à côté de ça, il y a ce que j'ai mis en orange ici, qui est vraiment lié aux médecins, aux soignants plus largement. C'est la douleur liée aux procédures, à tout ce que vous subissez dans votre parcours, comme examen, comme imagerie, comme analyse, comme biopsie, etc. Ça, c'est des douleurs liées à ce qu'on essaye de mettre en place pour vous soigner, mais qui sont parfois très douloureuses, ces procédures. Ça, c'est prévisible, et ça, véritablement, c'est inacceptable qu'il y ait encore des douleurs procédurales. Ça doit pouvoir se mettre en place, il y a des protocoles, et là, il faut vraiment travailler avec les médecins de la douleur, les soignants, les infirmières, qui peuvent vous aider à améliorer ces procédures. On voit encore trop souvent des patients en imagerie qui ont des biopsies, des infiltrations, sans qu'il y ait le moindre accompagnement de ce geste qui est parfois très douloureux. Alors la douleur, comme je l'ai dit, c'est une expérience, donc il faut la confirmer, c'est ça le plus difficile. Comment faire comprendre à mon soignant que j'ai mal? Alors, avec toujours, là je mets souvent ici, l'ombre d'un doute. C'est toujours, est-ce que vraiment il a mal, ce patient? On a toujours l'impression, quand on est douloureux, qu'en face de soi, on a un soignant qui doute. Et ça, c'est très désagréable, ce doute, parce que ce doute, il ne sert à rien. Il met juste de la confusion dans la relation, et en plus, on ne s'en sert pas. Voilà, quelqu'un qui dit qu'il a mal, moi je pense qu'il faut s'arrêter là, il a mal, point, c'est tout. Après, par contre, se poser la question si derrière, il y a des déterminants psychologiques qui peuvent être parfois majeurs, je pense que ça, c'est une question pertinente. Mais dire au départ, il a pas mal, c'est psy, ça, c'est une ineptie, on ne devrait plus entendre ça. Si on l'a mal, et même si c'est psy, c'est quand même une douleur, et ça, c'est important. Et ça, c'est le message, bien sûr, que je ne veux pas porter auprès des patients, auprès des soignants, s'il y en a ici, mais surtout que vous fassiez l'écho de cette approche. Vous ne devez plus être soumis à ce doute qui est un doute très délétère quand on a mal. Alors, heureusement, il y a des avancées. Je vous ai parlé de la formation des médecins. Ici, c'est au niveau international. L'OMS nous indique maintenant que chaque patient doit avoir eu une évaluation de sa douleur. Et à côté de ces marqueurs très, je dirais, robustes que sont le poids, la température, eh bien, on doit évaluer chez chaque personne dans un dossier médical au moins une fois la douleur. Ça, c'est important. Alors, comment? Parfois par des échelles. Alors, vous voyez ici, donc, ça, c'est quelque chose qui d'emblée vous fait ressentir quelque chose de... Voilà, on le ressent soi-même. Donc ça, vous êtes empathique. Quand on ressent la douleur de l'autre, c'est qu'on est très empathique. On ressent en soi ce que peut-être ce footballeur a perçu. Alors, lui, il a 9 sur 10. Donc là, on voit qu'on a une échelle, peut-être même 10 sur 10. En tout cas, personne n'est allé lui demander. Je pense que si on va lui demander combien il a mal, ça risque de mal se passer. Ouais. Donc là, c'est l'intérêt d'une échelle numérique. Quand vous avez une douleur aiguë, une fracture, une entorse, une luxation, l'échelle numérique est utile. Quand vous avez ici le même... Alors, ce n'est pas la même personne. Ici, c'est un banquier à Londres, après le Brexit. Il a tout perdu. Voilà. Donc, lui, il a mal au dos. Et si on va lui demander combien il a mal, il va nous dire qu'il a 9 sur 10. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Ici, l'échelle numérique, je dirais, de douleur,
dans la douleur chronique, dans quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup moins utile, parce qu'on voit bien qu'ici, ce n'est pas avec un médicament, avec une seule approche ou en réparant son dos, qu'on va améliorer cette douleur. Donc l'échelle numérique est très utile dans l'aigu. Ne l'utilisons pas dans le chronique parce qu'elle déborde. Elle est juste un témoin de, je dirais, plus d'une souffrance et d'une douleur que de quelque chose d'aigu qu'il va falloir ramener. Pourquoi c'est un piège, l'échelle numérique? Parce qu'après, souvent, les soignants veulent diminuer cette échelle. Or, moi, j'ai des patients qui, par exemple, des patients lombalgiques ou fibromyalgiques ou LR dans l'os, qui ont des douleurs très importantes, qui sont toujours à 9, mais qui me disent « je suis toujours à 9, mais je vais beaucoup mieux ». Voilà. Et donc, l'intensité dans la douleur chronique est beaucoup moins intéressante. Alors, il y en a qui ont cette chance-là, qui ont pas mal. Alors ça, c'est... on est dans une autre perspective. Ici, on est dans une expérience un peu initiatique. Il y a peut-être ce monsieur, il a peut-être des facteurs génétiques aussi qui font qu'il peut arriver à mieux gérer sa douleur. Mais là, on est surtout quand même dans des facteurs personnels de méditation et d'extase qui permettent de supporter ce type. Voilà. Alors, évaluer, c'est très important. Donc, on vous demande d'évaluer votre intensité de douleur par des échelles visuelles, des échelles numériques, bon, toutes ces échelles, de soulagement aussi, ça peut être très intéressant, et puis surtout, donc, des échelles, comme je le disais, multidimensionnelles. Plus c'est chronique, plus on va essayer de parler d'autre chose que simplement de la douleur, mais aussi du comportement, le retentissement sur la vie de tous les jours, sommeil, activité sociale, goût de vivre, etc. Et puis chez l'enfant, ben, c'est encore plus compliqué, puisque chez le nouveau-né, on est plus sur des échelles comportementales, de pleurs, de réactions émotionnelles, surtout d'évaluation de la mimique faciale. C'est beaucoup plus complexe, mais c'est maintenant bien codifié par les pédiatres. Voilà ici, par exemple, l'échelle des visages chez l'enfant. Alors, un petit peu de science, mais pas trop, juste, mais qui va vous permettre de mieux comprendre, si vous avez eu des douleurs, ces différents types de douleurs. On classe la douleur actuellement en trois grandes classes. Première classe, c'est ce qu'on appelle douleur nociceptive. Alors, c'est des mots un peu complexes, mais c'est quoi? C'est que là, c'est le système de la douleur, ces récepteurs de la douleur qui sont activés. Le prototype, c'est la fracture ou l'arthrite. Mes récepteurs de la douleur, ils sont enflammés ou ils sont activés. Tout d'un coup, ça déclenche ma douleur. Et donc, ça, c'est assez typique. Deuxième type de douleur, c'est le circuit de la douleur, que je vais vous montrer après, qui est un circuit électrique qui monte jusqu'au cerveau, puis qui redescend ensuite. Et là, il n'y a pas de lésion en périphérie, mais c'est le circuit qui est abîmé. Par exemple, les douleurs de la sclérose en plaques, les douleurs de la neuropathie du diabète, les nerfs ont été abîmés en périphérie ou au niveau du centre. Et ici, c'est un zona. La douleur du zona, c'est quoi? C'est ce nerf qui est abîmé par le virus, qui va détruire la gaine du nerf et qui fait qu'après, le nerf, il fonctionne comme un court-circuit électrique permanent. Et donc ça, c'est les douleurs neuropathiques. Un exemple dans les pathologies ostéo-articulaires, c'est la sciatique chronique. C'est une douleur neuropathique. Deuxième exemple, vous êtes opéré, on vous pose une prothèse de genou. Après la prothèse est parfaite, le chirurgien il est toujours content, il a très bien réussi sa chirurgie, mais vous avez encore mal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que en mettant la prothèse, il y a des petits nerfs qui ont été lésés, et ça va vous donner des décharges électriques, des brûlures sur la cicatrice, dans la zone. Eh bien, c'est des douleurs neuropathiques qui peuvent très bien se soigner par des applications locales d'anesthésiques, par des appareils de TENS, dont on vous parlera tout à l'heure, par différentes techniques. Donc là, c'est très important de bien questionner les patients parce qu'on peut savoir dans quel contexte on est. Et puis le troisième, alors là, c'est encore plus impensable pour les médecins, c'est des patients qui ont mal partout et puis on ne trouve rien. Donc, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, on disait que puisqu'on ne trouve rien, ils n'ont rien. Voilà. Or, ces patients qui ont mal partout, c'est une altération des voies de la douleur au niveau du cerveau et de la modulation. Et on appelle ça des douleurs nociplastiques.
Alors je vous en donne plusieurs exemples. Les douleurs de la fibromyalgie. Deuxième exemple, les douleurs de la colopathie fonctionnelle. Vous avez des douleurs digestives, des diarrhées, des constipations, ça fait très mal. Vous allez voir plein de gastro-entérologues qui vous disent tout c'est normal, la coloscopie est normale, tout est normal. Et là, c'est un dysfonctionnement. C'est le cerveau qui intègre mal ces voies de la douleur et qui vous donne comme ça cette douleur, alors qu'en périphérie, tout est normal. Et ça, c'est une vision très nouvelle de la médecine, c'est-à-dire que la médecine, longtemps, a été très cartésienne. Il y a une cause, une conséquence. Or, maintenant, on est plus dans une médecine de l'adaptabilité, de l'évolution, du changement, de la dynamique, de l'action. Et on voit bien ici que ces douleurs, elles sont liées plutôt à une perturbation de la dynamique et de l'adaptabilité, plutôt qu'à une lésion tissulaire qui donne une douleur. Mais il fallait, je dirais, une évolution aussi des mentalités et de la vision médicale pour comprendre que ce type de douleur existe. Alors ça, vous l'aurez souvent associé à d'autres douleurs. C'est ça qui est compliqué. Quand vous avez une douleur tous les jours, parce qu'il y a une fracture, parce qu'il y a des lésions osseuses ou des lésions articulaires, au bout d'un moment, le cerveau, il s'emballe, il se met à fonctionner un peu de façon, je dirais, autonome, et il peut donner ces douleurs nociplastiques. Il peut donner, nous, ce qu'on appelle parfois la fibromyalgie associée ou secondaire. Et ça, c'est nouveau d'imaginer que très souvent, on a des douleurs aiguës, mais on peut avoir associé des douleurs chroniques qui sont dues à cet emballement du cerveau lié à cette stimulation permanente par des douleurs aiguës. Alors on va rapidement, d'abord parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sinon j'aurais pu parler toute la journée, et puis on ne va pas aller trop dans le détail, mais dire que le message de la douleur, il vient de la périphérie, il va jusqu'au cerveau, et c'est quand ça arrive ici au cerveau qu'on a la perception donc, de cette douleur, avec quelques points importants que je veux souligner. Premièrement, ce n'est pas parce que vous avez très mal que c'est grave. Hein, ça, c'est un point très important. La douleur est un système complètement imparfait. En clair, c'est un système un peu d'alerte, mais qui est très imparfait. Et ça, je le dis souvent à mes patients. C'est pas parce qu'on a très mal que ça veut dire que l'articulation ou l'os sont très abîmés. Pourquoi? Parce que, par exemple, le cartilage est un tissu qui n'est ni innervé ni vascularisé. Et ça, c'est déjà l'explication de l'absence de parallélisme. On peut avoir une hanche très abîmée et pas de douleur, et à l'inverse, un genou un petit peu enflammé et beaucoup de douleur. Donc pas de parallélisme entre douleur et lésion anatomique, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si parfois en rhumatologie on ne peut pas améliorer votre articulation ou votre atteinte osseuse, eh ben, on pourra quand même soulager la douleur. C'est deux choses différentes. Voilà, les douleurs osseuses, ben, c'est des douleurs particulières où il y a du chronique, de l'aigu. Hein, on a avec un retentissement important sur la qualité de vie. Et d'où viennent ces douleurs osseuses? J'ai pris cet exemple. Ben, parce que l'os est, lui, par contre, si le cartilage n'est pas innervé, l'os est extrêmement innervé. Il est innervé pourquoi? Parce que cette innervation, non seulement elle permet de savoir s'il y a une fracture, mais aussi l'innervation de l'os, c'est ce qui permet le fonctionnement de l'os, son remodelage. Hein. Le remodelage de l'os, il est sous une influence neurogène, hein, ce qui permet donc d'activer les ostéoclastes, les ostéoblastes, etc., mais aussi le fonctionnement de la moelle osseuse. Hein. Et donc l'innervation osseuse est fondamentale, avec des douleurs qui peuvent venir soit du périoste, soit de l'os sous-chondral. Voilà. Alors, je vous ai dit que le système de la douleur est très imparfait. Deuxième imperfection, c'est que le cerveau, il n'est pas très intelligent, même pour les plus intelligents d'entre nous. Quand vous allez aux urgences parce que vous avez une douleur de la mâchoire et du bras gauche, eh ben en fait, vous n'avez ni une infection dentaire, ni un problème du bras gauche, vous avez parfois un infarctus. Pourquoi? Parce que sur la moelle arrivent les mêmes neurones qui viennent du cœur et puis du bras, et tout ça va au cerveau, et le cerveau n'arrive pas à discriminer. Donc vous voyez, deuxième piège, hein, la douleur, ce n'est pas un système parfait, mais c'est un système quand même intéressant, si j'ai encore 2 minutes, donc un système intéressant parce qu'en permanence, c'est un système qu'on essaye de contrôler.
Je m'explique. Si je me cogne là tout de suite sur la table, je vais me frotter tout de suite la main pour essayer de diminuer ma douleur. Et ça, c'est quoi? J'active des fibres qui ne sont pas les fibres de la douleur et qui vont bloquer le message douloureux. Et ce soir, on vous parlera du TENS. Ben, le TENS, c'est ça. On renforce les fibres non douloureuses pour essayer de bloquer le message au niveau segmentaire. Et puis, deuxième système, c'est le fait qu'une douleur en masque une autre. Et ça, c'était utilisé beaucoup au Moyen-Âge. Quand on devait vous arracher une dent au Moyen-Âge, puisque y avait pas, les soins dentaires étaient encore assez rudimentaires. Et donc, une fois par mois, le dentiste arrivait sur la place du village. Et donc, on arrachait tous les chicots du village. Et qu'est-ce qu'on faisait? Au moment, on vous donnait un petit verre de whisky si vous étiez en Écosse ou d'Armagnac si vous étiez dans le sud-ouest. Et juste avant de vous arracher la dent, on vous donnait un grand coup de marteau sur l'orteil. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est la douleur, l'analgésie induite par la douleur. Quand j'induis une douleur, mon cerveau, tout de suite, il envoie un message pour bloquer ça. Alors, heureusement, l'anesthésie a fait quelques progrès depuis. Voilà. Mais donc, c'est un système important. Et ça, c'est un système important parce que des fois, vous avez des médecins qui vont vous donner des antidépresseurs pour la douleur. Alors, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas déprimé, ça y est, il me prend pour un déprimé, il ne m'a pas compris. Eh bien non, les antidépresseurs renforcent le tonus inhibiteur descendant. Que vous ayez ou pas une dépression, il y a certains antidépresseurs qui agissent sur la noradrénaline, qui renforcent ce tonus. Donc, parfois, il nous arrive de donner des antidépresseurs, même en l'absence de dépression, pour bloquer ce message. C'est le cerveau qui envoie un message descendant. Voilà. Et puis, c'est le cerveau qui fait la douleur, hein, et les anglo-saxons disent « no brain, no pain ». Donc, si on veut traiter une douleur, on fait la transplantation de cerveau. Pour l'instant, ça ne se fait pas encore. Voilà. Mais tout ça pour dire, alors ça c'est une planche très compliquée, mais c'est simplement pour dire que mon message douloureux, il part de la moelle, il arrive là, ça c'est la douleur, mais en même temps que ma douleur, j'active plein d'autres systèmes, les systèmes de la peur, de l'anxiété, de l'attention, et tout ça pour expliquer que quand j'ai une douleur chronique, j'ai non seulement de la douleur, mais aussi des troubles du sommeil, un manque d'énergie, de la somnolence, de la fatigue, parce que plein d'autres systèmes se mettent en place dans mon cerveau. Et puis mon cerveau, c'est ce qui fait que j'ai mal. Et ici, vous voyez à gauche, donc, le cerveau de quelqu'un qui a une arthrite, et on a été très méchant, on lui a arrêté ses anti-inflammatoires. Donc, vous voyez son cerveau, il s'allume partout, et puis on lui donne un anti-inflammatoire, et après il a un cerveau tout calme, donc il n'y a quasiment plus de rouge. Donc, traiter une douleur en périphérie, ça améliore aussi, bien sûr, l'activation du cerveau. Et c'est ce qui vous fait comprendre que si tout le temps vous avez une douleur aiguë, au bout d'un moment, le cerveau, il va s'activer en permanence. Ça va se donner ce que j'appelais tout à l'heure les douleurs nociplastiques. Deux mots pour dire que ce qu'on a fait avec l'association des patients atteints d'ostéogenèse imparfaite et que peut-être on pourrait faire avec d'autres associations présentes ici. Donc, c'est essayer de comprendre l'expérience de la douleur des patients. Et ici, on a eu avec une association très dynamique qui a réussi à inclure 100 personnes. Et j'avoue que c'était un questionnaire. Nous, on veut toujours en avoir plus. On est des scientifiques. Donc, on avait fait un questionnaire assez costaud. Et on a eu 100 réponses. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous donne juste un aperçu de ce questionnaire, mais qui sera dévoilé auprès de l'association. Et juste pour montrer, ici, c'est une carte de tout ce que les patients nous rapportent. C'est une évaluation un peu qualitative. Et vous voyez que la douleur, c'est juste, pour les patients atteints d'ostéogenèse imparfaite, c'est juste dans un petit coin de leur ressenti, beaucoup plus qu'avec l'idée d'isolement, de différence, d'image du corps. C'est-à-dire que c'est tellement intégré, la douleur, dans le vécu des patients atteints d'ostéogenèse imparfaite, que ça vient qu'au bout d'un certain temps de l'analyse qualitative de ces patients. Voilà, mais on va quand même, alors que ces douleurs, elles sont fréquentes, 88 sur 100 ont des douleurs de ces patients. Voilà. Pour conclure, donc la douleur, vous l'aurez compris, c'est une expérience véritablement personnelle. Elle appartient à chacun.
C'est ce qui en fait la singularité, mais aussi la difficulté de prise en charge. Et surtout, il faut savoir que ce n'est pas définitif. Ça change. Le système nerveux est en perpétuel changement d'un jour à l'autre. On est dans un système dynamique qui s'adapte, parfois qui ne s'adapte pas. Et c'est quand ça ne s'adapte pas que survient la douleur chronique et les problématiques multiples. Et cette expérience, on peut l'améliorer déjà en communiquant, en faisant mieux comprendre aux soignants ce dont on souffre. Ensuite, en utilisant des médicaments, bien sûr, mais aussi tout un tas d'approches complémentaires et intégratives qui vous seront présentées aujourd'hui. Je vous remercie. C'était à la fois instructif et drôle. Bon. Et ça permet de démystifier aussi un peu la douleur. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en avais deux. Les douleurs osseuses et les douleurs musculaires ou les douleurs, je ne sais pas faire la différence. Est-ce que c'est possible de faire la différence? Est-ce que vous, qui êtes spécialiste de la douleur, vous arrivez à identifier une différence entre ces deux symptômes-là? Pour moi, je ne sais pas, en tant que patient. Et la deuxième, qui est des douleurs plutôt radiantes, et puis des douleurs très localisées. Vous ne l'avez pas du tout abordé non plus. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel regard on peut avoir là-dessus? Alors, le travail de discrimination des douleurs, c'est un travail extrêmement complexe. Alors, c'est vrai que moi, j'arrive avec mon savoir, le patient avec le sien. Et en général, moi, j'utilise beaucoup ce qu'on va appeler l'évaluation quotidienne avec un carnet d'évaluation. Et par exemple, si on avait à travailler ensemble, je vous demanderais au jour le jour, pendant 4 semaines, d'évaluer un peu vos douleurs, votre intensité, mais aussi la qualité de vos douleurs. Et après, c'est nous ensemble, tous les deux, qui allons essayer de travailler pour que vous arriviez à comprendre à quel moment c'est des douleurs osseuses, à quel moment c'est des douleurs musculaires. Avec moi, ce que j'en sais un peu, et puis vous, avec votre expérience, c'est comme ça que ça va se faire. Voilà, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais c'est de ce travail en commun, de cette collaboration ensemble, qu'on va essayer de vous aider, parce qu'après, effectivement, ça aura un impact thérapeutique, je suis d'accord. On ne va pas traiter les douleurs musculaires de la même façon que vos douleurs osseuses, tout à fait. Pour les douleurs irradiées, alors effectivement, un certain nombre de douleurs peuvent avoir une irradiation, et là, souvent, il faut se poser la question du caractère neuropathique. Et quand c'est neuropathique, c'est effectivement des traitements plus spécifiques de la douleur neuropathique, les anesthésiques locaux, le TENS, mais aussi parfois les antiépileptiques ou les antidépresseurs, en sachant qu'il faut bien que le médecin vous explique pourquoi il vous donne ça. Vous n'avez ni épilepsie ni dépression, mais c'est pour traiter la part de ces nerfs qui ont été activés. D'autres questions ? Bonjour, Marc Kelly, je suis le président de l'association du syndrome Neil-Patella et je voudrais savoir s'il peut y avoir des causes génétiques aux douleurs nociplastiques. Alors oui, donc je redis la question. Y a-t-il des causes génétiques, des prédispositions génétiques à la douleur? Alors oui, clairement, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Et alors, bon, ça c'est un exposé à part entière sur la part génétique de la douleur. Mais même la part de l'expérience, elle est génétiquement programmée. Voilà. Pour sortir de la douleur, il y avait une très belle étude il y a quelques années aux États-Unis sur essayer de comprendre qui vote démocrate, qui vote républicain. Et ils ont trouvé une base génétique à ça. Vous avez un récepteur, un récepteur dopaminergique de la dopamine 4 qui est associé, il y a une mutation qui fait qu'on va voter plus souvent démocrate. Et ce récepteur, en anglais, c'est la Novelty Seeking Behavior, c'est-à-dire la recherche de la nouveauté. Donc quand on a ce gène-là, on recherche plus souvent la nouveauté, on va plus souvent voter démocrate. Voilà. Alors pour revenir à la douleur, je ne sais pas si en France ça marche aussi, mais en tout cas pour revenir à la douleur, il y a des modifications génétiques qui nous prédisposent à des comportements de douleur. Il y en a 2 grandes modifications. Une première, vous avez une enzyme qui s'appelle la catécholémethyltransférase
qui est une enzyme qui dégrade les catécholamines, la dopamine, les catécholamines, et ça modifie notre comportement. Et quand on a une mutation de cette enzyme, on va moins bien dégrader ces catécholamines, et on va avoir plus tendance à avoir un comportement douloureux, chronique, et surtout aussi la morphine va être moins efficace. Donc il y a des déterminants génétiques à la douleur chronique, tout à fait. Il y a aussi les récepteurs de la sérotonine, donc il y en a toute une série. Après, toute la question est la part du génétique, et probablement que c'est différent selon les personnes, mais la part du génétique reste quand même modeste. Mais elle existe, tout à fait. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci pour votre attention.